Vous envoyez votre sac de réflexion. Salut Françoise. Oui, très bien. Ah. Salut. Ça va et vous? Et mon voisin, il n'est pas là aujourd'hui. Salut. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Oh. Pourquoi t'avais un truc à me dire? Excusez Benoît. Ça mouline. Ça mouline. Aujourd'hui, j'ai pas oublié ma tablette et en plus, je l'ai chargée. Alors, on est en progrès. Hein. Mesdames, Messieurs, je vous propose de débuter ce conseil municipal. D'abord par l'appel fait par Thomas Guiraud. Bonsoir à toutes et à tous. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguin. Absent. Procuration à M. Castillo. Aurélie Mialon. Jean-Marie Bousquet. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud, il est là. Daniel Desmoulins. Il est là. René Verdeil. Robert Vivares. Marie Balestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos, François Castillo, Katia Siette, Georges Lopez, ah pardon, Nadia Bentard, absente, procuration à Madame Mialon, William Santos, Nicole Vicente, Benoît Blanc, va arriver, Anne Sutra Desgermain, Géraldine Bousquet, et Marie-Hélène Chassagne, Marianne, on ne sait pas, Alain Vogel-Singer, absent, procuration à Mme Sadger, Valérie Forme, Annick Sadger, Sergi Vorin, absent peut-être, et Alain Grenier. Avant de laisser la parole à l'AGLO et son brillant service de l'eau et de l'assainissement, je spoil le rapport que vous allez présenter, vous voyez. Je propose d'élire un ou une secrétaire de séance. Je vous propose, ça ne va pas vous étonner, la candidature de Rachel Sacussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être candidat à sa place, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Bravo Rachel. Et donc, je passe la parole pour le rapport d'activité de l'eau et de l'assainissement, de l'eau potable et de l'assainissement collectif, à Olivier Archambault, de la communauté d'agglomération. Bien, bonsoir à vous tous et monsieur le maire, merci. Et merci de nous accueillir ce soir au sein de votre assemblée pour présenter le travail qui a été accompli sur toute l'année 2024. Alors, je rappelle juste, au niveau de l'eau potable sur la commune de Pézenas, elle est exercée en régie, pleine et entière par la communauté d'agglomération, avec l'ensemble des agents qui composent la régie sur cette commune. On a une DSP, délégation de service public, sur la compétence assainissement collectif, et une délégation de service public également sur la compétence assainissement non collectif qui concerne principalement les fosses septiques, les drains d'épandage et la vérification des installations. Donc cette année, je suis accompagné de Nathalie Lutringer, c'est la patronne sur la commune de Pézenas, donc qui mieux que la patronne peut prendre la parole pour vous présenter le rapport. Donc il est assez long, donc elle va essayer d'être concise.
pour vous présenter l'ensemble des éléments. Et n'hésitez pas, si vous avez n'importe quelle question à poser, on fera tout pour vous apporter l'ensemble des éléments de réponse. Et juste pour respoiler, comme l'a si bien fait monsieur le maire, aujourd'hui, les efforts qui ont été consentis sur la commune portent leurs fruits. Et donc c'est une satisfaction à titre personnel et pour l'ensemble des équipes, pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, l'eau potable et l'assainissement sur la commune de Pézenas, ce n'est plus un réel souci. Maintenant, il va falloir continuer, persévérer dans les efforts qui ont été accomplis, puisque les plus grosses fuites ont été aujourd'hui réparées. Et maintenant, on va commencer à travailler sur de la dentelle. Et donc, c'est tout ce travail-là qui va vous être présenté maintenant par Nathalie Lutringer. Merci beaucoup. Mais merci à tout le monde déjà pour nous accorder ce temps de parole et vous montrer les résultats de notre travail au quotidien. Donc d'abord sur l'eau potable, je vais essayer d'être assez rapide. Déjà l'équipe, puisque c'est les moyens humains qui comptent d'abord et qui font que les résultats sont là aussi au niveau technique. Donc la régie des eaux est composée de 8 agents au niveau technique qui sont basés à la zone des Rodettes avec une astreinte qui est disponible 24 heures sur 24 en cas de problème, de coupure d'eau. Et sur les moyens administratifs, nous avons 3 agents en facturation, de la comptabilité, de l'encaissement et aussi de la direction, qui sont eux basés par contre à Saint-Thibéry, là où vous pouvez venir payer vos factures d'ailleurs. Donc voilà pour l'équipe. Et pour ce qui est du système d'eau potable, j'ai fait un petit rappel un peu des équipements et des ouvrages qui sont sur Pézenas et sur l'eau potable qui sont propres à Pézenas. Donc le système est composé de forages, 2 forages au bord de l'Hérault, d'une conduite d'adduction qui permet de remplir le réservoir principal de Montmorency, qui est dans le parc de Montmorency, d'un réseau de distribution d'à peu près 53 km et à peu près 4100 compteurs et donc abonnés. Et aussi le réservoir des Ruffles qui permet d'alimenter le système du haut service. Donc voilà le schéma de fonctionnement qui est assez simple, sur lequel on pourra passer rapidement. J'ai ensuite mis quelques images des principaux ouvrages. Donc là, on retrouve le forage au bord de l'Hérault et le seuil qui permet de maintenir le niveau d'eau dans le forage. Ensuite, on a la conduite d'adduction qui permet d'aller du forage au réservoir de Montmorency, que nous avons investigué en 2022 et sur laquelle nous avons réparé une fuite assez importante, grâce à un système un peu innovant qui s'appelle la Smart Ball, une boule qu'on a fait circuler dans cette conduite et qui, par plein de petits capteurs, nous a dit, ben voilà, votre fuite, elle est là. Et effectivement, quand on a ouvert, elle était bien là et elle représentait plus de 100 mètres cubes jour. Donc ça a été un joli résultat. Le réservoir de Montmorency, qui aussi a fait l'objet de travaux de réhabilitation, puisque lui aussi, avec son âge certain, avait quelques fuites. Et depuis donc la réhabilitation intérieure qui a été terminée en 2022, on peut s'assurer de ne perdre aucun mètre cube d'eau sur cet ouvrage qui est quand même important puisque c'est 1000 mètres cubes d'eau qui sont stockés dans le parc de Montmorency et qui alimentent toute la ville. Et on a aussi le réservoir, le château d'eau des Ruffles que vous connaissez sûrement puisqu'il est assez visible dans le paysage de Pézenas et qui permet d'alimenter le haut service. Donc le réseau de distribution, il correspond à votre zone urbanisée. Ça fait 53 km. Où on va jusqu'au hameau de Connas. Notre travail aussi consiste à améliorer la connaissance de notre patrimoine. Donc on a les ouvrages qu'on a vus, mais après on a beaucoup de travail sur l'amélioration de nos plans. Et ça fait partie des directives que la réglementation nous impose. Et donc, on s'est muni d'une cartographie dynamique et qu'on essaye de mettre à jour tous les jours avec des indications des agents de terrain, des plans de recollement des entreprises. Et donc, on suit les principaux indicateurs qui sont surtout la date de pause pour connaître l'âge de nos réseaux, du coup, leur vieillissement et
et essayer de prévoir à quelle date ils vont casser et commencer à fuir. Les matériaux aussi qui sont importants et le diamètre qui sont aussi importants pour le fonctionnement du réseau. Et on a aussi un critère qu'on appelle la classe A, c'est la précision avec laquelle on localise nos réseaux qui permet de savoir exactement où ils sont. Et là aussi, l'État nous donne des objectifs assez importants. Et on voit que voilà, notre prochain travail, c'est bien de travailler sur la localisation précise de nos réseaux, puisqu'aujourd'hui, on sait à peu près où est le tuyau dans la rue, mais on ne peut pas le déterminer à 50 cm près, quoi. Donc ça fera l'objet de nos prochaines... C'est ça. Le résultat qui est le plus visible à Pézenas, c'est celui des volumes prélevés, puisque, comme le spoilait monsieur le maire, nos principaux résultats sont là. On voit donc que chaque année, on diminue le volume qu'on prélève au niveau des forages, donc dans la nappe alluviale de l'Hérault. Et pourtant, on vend à peu près le même volume d'eau. Donc à 3% près, les abonnés consomment les mêmes volumes. Mais par contre, tout le travail qui est fait sur les fuites impacte directement les volumes qu'on prend au milieu naturel pour alimenter en eau potable. Et donc, on voit qu'on est passé de plus de 1 million à 850 000. Donc, ça fait quand même une belle... Sachant que les forages sont autorisés pour un prélèvement de 1,2 million. Donc, en plus, on a de la marge par rapport aux évolutions futures de la ville. Mais en plus, plus on va travailler sur nos fuites et plus on va agrandir cette marge de manœuvre. Donc, l'autre indicateur qui montre aussi ce résultat, c'est le rendement de réseau qui augmente en partant de 60%, et aujourd'hui on atteint les 75% qui sont demandés par la réglementation, alors que les volumes prélevés qui diminuent. Voilà. Le service aussi instruit tout ce qui est demande d'urbanisme, il suit la commune dans ses évolutions. Donc à chaque permis d'aménager, de construction, on émet des avis en fonction de la desserte en eau potable, la desserte en assainissement, la défense incendie. Et on peut voir qu'en 2024, on a instruit 42 autorisations d'urbanisme. Ça ne correspond pas au volume total des demandes d'urbanisme, parce que pour une véranda ou pour un ravalement de façade, on n'est pas sollicité, mais c'est tous les avis qu'on a émis, nous, par rapport aux constructions de parcelles et à la desserte des réseaux. L'outil qui était déjà en place sur la commune de Pézenas quand la régie est arrivée de la supervision ça a été un gros chantier des 2-3 dernières années, a été étendu à toutes les communes de l'agglo, c'est la supervision. En fait, ce sont des ordinateurs qui sont sur chaque ouvrage et qui relient ça à un gros serveur et qui nous permet en fait de connaître le fonctionnement alors en fonction des paramètres, ça peut être à la minute, à la journée, mais le fonctionnement de tout le réseau, voir quelle pompe est en route, quel est le niveau d'eau dans le réservoir, le niveau de chlore. Donc ça nous permet, depuis notre ordinateur bien au chaud à la maison, sur le canapé parfois, de voir de comprendre quel est le problème en fait, et même d'agir aussi, de mettre en marche les pompes à distance. Donc c'est un système qui nous permet aussi de travailler sur nos fuites, puisqu'on suit du coup nos débits de nuit au jour le jour. Quand on répare une fuite, on voit le résultat dès le lendemain. Donc ça nous permet de dire on fait des travaux assez rapidement, et là en fait on n'a pas été bon, ou alors c'était une fuite qui n'est pas assez importante, il faut continuer à rechercher, à réparer des fuites dans ce secteur-là. Donc j'ai mis un graphique pour montrer un peu, alors c'est pas très digeste je vais dire, mais en fait là on voit le fonctionnement des pompes et le niveau du réservoir qui varie, et donc à chaque fois que le réservoir descend, la pompe se met en route. Donc ça c'est un cycle normal qu'on peut observer donc sur l'ordinateur.
En termes de qualité, l'eau potable de Pézenas n'a pas de problème, que ce soit en 2024 ou en 2023. Et les prélèvements sont assez nombreux puisqu'il y a 23 prélèvements, par exemple, on peut voir sur la bactériologie, et avec des analyses aussi qui sont assez complètes, comme les 4 gros prélèvements où ils analysent plus de 250 pesticides et comment dire, métaux lourds et métabolites de pesticides, c'est ça. Donc sur la qualité, on peut dire que la nappe alluviale de l'Hérault aujourd'hui ne présente aucun signe de dégradation et c'est une chance d'avoir une ressource de si bonne qualité, puisque du coup ça nous permet d'avoir un traitement qui est minime, puisqu'aujourd'hui on pompe l'eau de la nappe alluviale, on la chlore et ensuite on la distribue. On a aussi, tout le travail aussi consiste à faire des travaux de réparation de fuite, des travaux aussi de renouvellement qui suivent parfois vos projets de voirie ou pas. Donc, on peut voir que depuis 2017, donc la création de la régie, c'est 3,7 millions qui ont été dépensés sur l'eau potable de Pézenas, avec 25 chantiers. Alors, il y a des petits chantiers, des gros chantiers, et je crois que j'ai fait une liste d'ailleurs qui est... Voilà. Nous, ce qui compte, alors bon, les montants, ça c'est important aussi, mais ce qui compte aussi pour nous, c'est le linéaire de réseau qu'on renouvelle, puisque là aussi, l'État nous donne des objectifs. Et puisqu'ils savent qu'en fait les réseaux sont vieillissants, ils nous demandent à ce qu'on ait un renouvellement constant en fait de réseau. Donc là, on s'approche des objectifs, mais on a encore... Donc on va continuer à trouer vos rues. Après, voilà, il faut s'organiser, se coordonner, mais... c'est un éternel recommencement. À l'avenir, on va continuer à faire du renouvellement de réseau. On travaille aussi sur la ZAC Saint-Christol, puisqu'on accompagne et on a profité de ce projet-là de la mairie pour sécuriser le stockage de la ville. On participera sur le réservoir et sur le nouveau réseau qui sera en place. On va aussi essayer d'en profiter pour sécuriser le fonctionnement du réseau et notamment l'alimentation du réservoir des Ruffes. Bon, là, on est encore en mode étude et modélisation, on ne sait pas trop, mais bon. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et aussi le projet de la télérelève qui, je pense, est attendu par de nombreux abonnés, qui nous permettra de renouveler des compteurs qui commencent à être aussi assez vieillissants. Donc voilà les projets... sur lesquels on travaille cette année et l'année prochaine sûrement. L'eau potable, c'est aussi la défense extérieure contre l'incendie. Il y a une compétence que l'AGLO a. Donc en fait, c'est s'assurer du bon fonctionnement des poteaux incendie et aussi de la densité de ces poteaux par rapport aux risques présents. Est-ce qu'on couvre les activités par rapport aux besoins, au risque incendie. Donc on peut voir qu'on est plutôt bien, plutôt bleu sur 147 points. Après, il reste toujours des poteaux incendies qu'il faut changer, c'est pareil, hein, c'est un renouvellement constant. Même si cette année, on a aussi créé 2 nouveaux poteaux sur des secteurs qui étaient déficitaires, mais il faut qu'on continue en fait à travailler sur le renouvellement et La sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Là, vous voyez, c'est un logiciel qui interagit directement avec les pompiers. Alors, pour ceux qui connaissent le milieu pompier, ça a l'air simple. Dites-vous bien que chaque fois qu'on intervient sur un poteau incendie, on doit le signifier sur l'ordinateur. Comme ça, les pompiers, s'ils doivent partir pour un feu d'habitation ou pour n'importe quel feu, ils savent qu'ils ne doivent pas utiliser ce poteau incendie-là, mais ils savent qu'ils peuvent également utiliser un autre poteau incendie à proximité. Et donc là, vous voyez, avec l'aménagement du boulevard de Verdun, les 3 poteaux incendies qui sont directement alimentés par la canalisation du boulevard de Verdun sont indisponibles. Et vous avez également d'autres carrés qui sont ni plus ni moins des cuves qui sont
indisponibles parce qu'ils sont dans le domaine privé et n'ont pas fait l'objet de vérification par le propriétaire. Donc le but de la manœuvre pour nous, c'est également d'insister auprès des propriétaires pour qu'ils mettent en conformité leurs installations, pour être sûr que le jour où malheureusement ils seraient touchés par un sinistre, la compagnie d'assurance suive. Parce qu'aujourd'hui, si on a un sinistre, la première des choses que va regarder la compagnie d'assurance, c'est l'entretien et la vérification de l'ensemble des points d'eau incendie sur le secteur. Si ce n'est pas fait, c'est cuit pour lui. Donc, les résultats sont très bons. Vous avez 3 codes couleurs. Les points d'eau qui sont rouges sont considérés comme hors service et donc n'ont pas fait l'objet de vérification de la part des propriétaires privés. Les points d'eau qui sont jaunes, ce sont des points d'eau qui fournissent entre 30 mètres cubes et 60 mètres cubes heure. Et les points d'eau bleus, ce sont ceux qu'on peut utiliser aisément. Il n'y a pas de souci particulier. Les pompiers aujourd'hui et le service départemental d'incendie et de secours considèrent que la situation sur Pézenas est bonne. Donc il faut également continuer. Et continuer encore plus, puisqu'on s'est aperçu que depuis qu'on a mis en place des bornes de distribution d'eau potable à destination des services publics et des entreprises, qui n'utilisent plus les poteaux incendie, et bien bizarrement on les renouvelle moins. Donc on est gagnant-gagnant. Donc il faut continuer sur ce terrain-là. Et en plus, comme les sociétés et les services publics utilisent les bornes d'alimentation en eau spécifiquement dédiées pour eux, on arrive à augmenter notre rendement de réseau, puisque jadis c'était des volumes qui étaient perdus, puisque l'eau qui sort des poteaux incendies n'est pas comptabilisée. Donc on est tous gagnants sur cette affaire-là, et notamment les Picénois. Donc ensuite, on peut parler d'assainissement collectif et d'eau usée, où là, par contre, c'est l'affaire de Suez et son contrat de délégation qui aujourd'hui mais œuvre jusqu'en juillet 2026. Et d'ailleurs, on remercie vraiment la mairie de Pézenas de la confiance qu'elle met en la régie pour du coup passer d'un mode de gestion avec un concessionnaire qui est Suez à un mode de gestion en régie. Donc l'année prochaine, à partir de juillet, on s'occupera avec grand soin de la station d'épuration de Pézenas et de tous les réseaux qui l'alimentent. Aujourd'hui, donc ce réseau, c'est 54 km. Ça correspond aussi, pareil, à la zone urbaine, avec une grosse partie en unitaire. Donc c'est surtout le centre-ville de Pézenas, unitaire, c'est-à-dire qu'on collecte les eaux pluviales et usées dans le même réseau. Donc c'est des réseaux qui ont un fonctionnement un peu différent, puisqu'à chaque pluie, on reçoit des charges hydrauliques qui sont très importantes. Sur Pézenas, il y a aussi 7 postes de relevage, 6 déversoirs d'orage qui sont liés au système unitaire, puisque à chaque pluie, le réseau en gros sature et déverse au milieu naturel, ce qu'il n'est pas en capacité de transférer vers la station d'épuration. Station d'épuration donc qui est dimensionnée pour 32 000 habitants et qui aussi comporte un bassin d'orage qui prend en charge ces survolumes de pluie. Aujourd'hui, le réseau, aujourd'hui Suez donc s'occupe de tout ce qui est curage, inspection télévisuelle, des obstructions, avec aussi un numéro d'urgence que vous appelez quand vous avez un problème d'évacuation. Il y a quelques points noirs sur le réseau qui devront faire l'objet d'investigations et peut-être de renouvellement en fonction de l'origine des problèmes. Et par rapport au volume déversé, donc qui sont très liés en fait à la pluviométrie annuelle, on a aussi des objectifs réglementaires et qui aujourd'hui sont tout à fait respectés, puisque on déverse 4500 mètres cubes en 2024, ce qui correspond à moins de 5% du volume total traité sur la station d'épuration. Donc j'ai mis une carte un peu pour illustrer le système d'assainissement avec envers sa partie unitaire les différents postes et déversoirs d'orage, sachant que la station d'épuration, vous la connaissez, elle est au niveau du chemin des Amandiers. Non, chemin des... je sais plus. C'est la route de Kaunas. C'est aux Amandiers. À côté du Sictom. Ouais. On est vraiment, les déchets et les eaux usées sont
Normandier, vous allez voir un chantier, puisqu'on a une partie du réseau d'assainissement qui s'est effondrée. Je vous le dis comme ça, si vous en entendez parler, vous le savez. La station d'épuration est conforme. Elle répond aux résultats qui lui ont été imposés, tant en termes de charge organique qu'en charge hydraulique. Et la capacité n'est pas saturée, on va dire. Par contre, elle est vieillissante, c'est vrai. Donc, on fait des études pour vérifier l'état structurel du génie civil, les solutions peut-être qu'on pourra mettre en œuvre pour la réhabiliter. Comme une maison, en fait, hein, il faut prendre soin des ouvrages qui vieillissent comme n'importe quel ouvrage. J'ai essayé de mettre aussi quelques images pour illustrer la station d'épuration. Je ne vais pas rentrer dans le détail des process, hein, c'est juste pour montrer un peu l'emprise du site et les différents étages de traitement. Quelques images aussi sur le bassin d'orage qui se situe dans le même secteur, qui permet donc de stocker les eaux, les surcharges hydrauliques par temps de pluie. Et les projets qui sont à peu près similaires à ceux d'eau potable, sauf qu'on projette aussi de faire le raccordement de Lézignan-la-Cèbe sur la station d'épuration de Pézenas. Ça faisait partie des études du schéma directeur qui avait été mené en 2023. Et continuer à faire du renouvellement, comme pour l'eau potable, pour changer ces réseaux qui sont vieillissants. Et le dernier point, c'est l'assainissement non collectif, donc qui est aussi géré par Suez, qui est en fait tout ce qui est contrôle des fosses septiques, puisque tout le monde n'est pas raccordé au tout à l'égout. Sur Pézenas, il y a 270 habitations qui n'ont pas le tout à l'égout, et donc qui ont des fosses septiques que l'on va contrôler tous les 10 ans si ces fosses sont conformes, et par contre si elles sont non conformes, on a resserré le contrôle, on va les voir tous les 4 ans pour voir si la non-conformité évolue. Donc aujourd'hui c'est un service qui va être renouvelé au mois de juillet 2020. Qui va être renouvelé qui va rester chez Suez par contre, et qui sera renouvelé avec le contrat de délégation de service public. Et j'ai fait le tour en espérant... Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une petite. Bravo. Non, j'ai noté que dans les points noirs assainissement, il y avait Verdun, Bastard et Canabassière. Mais c'est des travaux qu'on a menés ou qu'on est en train de mener, donc on est en train de régler les points noirs. C'est ça. Voilà, je voulais être sûr d'avoir bien suivi. D'abord, je vais quand même vous remercier et remercier vos équipes parce que vous l'avez dit, on a une confiance dans le service public et dans la régie publique, à tel point qu'on a demandé que l'assainissement revienne dans le giron public pour Pézenas. C'était au choix des communes, c'est le choix qu'on a exprimé, mais c'est toujours agréable. Je mets des guillemets agréables parce que des fois c'est le dimanche, il pleut, c'est parfois la nuit, mais de pouvoir quand même voir vos agents œuvrer, même en urgence et dans des conditions pas toujours évidentes. Donc transmettez-leur quand même nos remerciements et bien évidemment je vous associe tous les deux à ces remerciements. Et après il y a évidemment aussi parfois des impondérables dans des chantiers et de la manière dont on a pu travailler sur le chantier de Verdun, et à un moment où on s'est dit il vaut mieux refaire le réseau d'assainissement que prendre le risque qu'un jour il s'effondre et qu'il effondre avec lui les maisons parce qu'on l'aura juste chemisé. L'aglo aussi a répondu présent, et j'étais pas forcément le plus grand partisan du transfert de compétences eau et assainissement en 2017, il faut le dire, mais je crois que il fallait ce regroupement pour qu'il y ait une telle ingénierie et une telle force de frappe qui permet d'avoir les résultats aujourd'hui qu'on a sur la ville de Pézenas. Donc je veux faire amende honorable aussi de ce que j'ai pu à des moments dire ou défendre. Là, le regroupement intercommunal pour le coup est d'une efficacité redoutable, parce que vous avez dit il y a des petits et des grands chantiers. Effectivement, il y a des petits et des grands chantiers.
Mais sur 6 ans, c'est 707 000 mètres cubes d'économiser, donc quasiment la consommation d'une année de la ville. Et c'est ensemble qu'on arrive à faire ces travaux-là, mais parce que votre ingénierie et votre travail est présent. Donc je vous renouvelle en tout cas en mon nom, mais je crois aussi dans le nom du conseil municipal et de la ville, notre confiance et vivement qu'on gère ensemble l'assainissement. Vive la régie publique. Merci. Merci. Est-ce que c'est possible de rajouter un mot en remerciant aussi Olivier Archimbaud, qui malheureusement va voguer vers d'autres cieux et qui est à l'origine de cette régie, moi qui la connais depuis 3 ans, mais qui suis là parce que c'est une régie à taille humaine, autant à l'extérieur qu'à l'extérieur. Et franchement, je pense que on a tout ça dans le cœur et on l'a parce que lui l'a construit comme ça en fait. Merci Olivier. Effectivement, on regrette son départ. On va faire pleurer. Évidemment, oui, vous avez raison, il faut remercier Olivier, mais on ne sait pas encore faire l'idée de son départ, je crois. C'est le 1er janvier, quand il va falloir appeler quelqu'un, qu'on n'aura plus cet accent du midi chantant et nous rappelant un peu l'air de Bouzigues, que ça va devenir difficile. Je garderai le même numéro, monsieur le maire. Bon, je vous appellerai encore, juste pour l'accent du midi. Il n'y a pas de problème. Merci Olivier. Merci à vous tous en tout cas pour ces années, merci. Donc je vous propose de prendre l'ordre du jour du conseil municipal. Il faut approuver le PV de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2025. Je ne sais pas. Si vous voulez y aller, vous pouvez. Hein. On ne vous retient pas toute la soirée. Hein. Buvez de l'eau. Elle est bonne. Donc le PV de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2025. Je ne sais pas s'il appelle des remarques de votre part. Donc je le passe aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour tout le monde. Je laisse la parole pour le point suivant à Rachel Sacusi. Je précise que Julie Garcin-Sodo et moi-même ne prendrons pas part au vote parce que nous siégeons dans des instances qui sont possiblement d'éventuelles candidates à cet appel à projet. Merci, monsieur le maire. Donc, le point 3, lancement d'un appel à manifestation d'intérêt spontané pour la mise à disposition temporaire du parking public situé avenue Tastavin-Yopis en vue de l'installation et de l'exploitation d'infrastructures photovoltaïques. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et suivants relatifs aux compétences du conseil municipal, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P, et notamment ses articles L 2122-1 et L 2122-4 relatifs aux conditions d'occupation du domaine public, vu la nécessité de promouvoir la production d'énergie renouvelable sur le territoire communal en cohérence avec les objectifs nationaux et locaux de développement durable. Considérant que la ville dispose d'un parking public situé avenue Tastavin-Yopis, présentant une surface propice à l'installation d'ombrières photovoltaïques ou d'autres équipements de production d'énergie solaire, considérant que cette opération conduite dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public permettrait de contribuer à la transition énergétique locale tout en valorisant un espace existant sans emprise nouvelle au sol, considérant qu'il convient, avant toute convention d'occupation du domaine public, de respecter les principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement des candidats, conformément à l'article L 2122-1-1 du CG3P, et considérant qu'à ce titre, la collectivité doit procéder à une procédure de publicité préalable afin de s'assurer de l'absence d'autres manifestations d'intérêt concurrentes, considérant qu'il y a lieu en conséquence de lancer un appel à manifestation d'intérêt spontané, AMI, en vue de la mise à disposition temporaire du parking public précité pour l'installation et l'exploitation d'infrastructures photovoltaïques. Considérant que la ville a été sollicitée par plusieurs opérateurs économiques pour l'occupation d'une partie du parking situé avenue Tastavin-Yopis en vue d'y installer et exploiter des infrastructures photovoltaïques, il est proposé au conseil municipal, article 1er, de lancer un appel à manifestation d'intérêt spontané AMI en vue de la mise à disposition temporaire d'un parking public communal situé avenue Tastavin-Yopis pour l'installation et l'exploitation d'infrastructures photovoltaïques. En article 2, de préciser que cette AMI vise à recueillir les propositions d'opérateurs économiques susceptibles de présenter un projet cohérent sur les plans techniques, juridiques, environnementaux et financiers,
conformément aux dispositions de l'article L2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Article 3, d'indiquer que l'AMI fera l'objet d'une publication sur le site internet de la ville et, le cas échéant, dans toute autre publication jugée utile pour assurer une publicité suffisante. Article 4, d'autoriser donc Madame Sakusi-Rachel à procéder à la publication de l'avis AMI, d'instruire les candidatures reçues et proposées au conseil municipal les suites à donner à l'issue de la procédure, signer tout document afférent à la présente démarche. Et article 5, de préciser qu'à l'issue de la procédure et en cas de candidature retenue, une convention d'occupation temporaire du domaine public AOT sera soumise au conseil municipal pour approbation conformément à la réglementation en vigueur. Est-ce qu'il y a des questions? Je précise que Marie Ballesteros m'indique aussi qu'elle ne prendra pas part au vote puisqu'elle peut être sociétaire d'une société d'énergie coopérative. Est-ce qu'il y a des questions particulière? Non. Je soumets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. L'autre point, donc, c'est la décision d'entrer au capital de la société publique locale territoire 34 par cession d'action de la part du département de l'Hérault, désignation d'un représentant à l'Assemblée spéciale des collectivités actionnaires et à l'Assemblée générale de la société. Donc, le territoire 34 est une société d'emménagement public avec laquelle nous pouvons être amenés à travailler pour simplifier les relations, prendre des actions de la société nous permet d'éviter certaines démarches administratives et de pouvoir gagner du temps sur des commandes d'études ou voire des commandes d'emménagement. Évidemment, tout emménagement conséquent sera toujours passé en conseil municipal, mais dans une stratégie de réhabilitation du cœur de ville, et parce que par le passé, on a dû aller les chercher parfois à la rescousse un peu rapidement, il paraît opportun d'avoir cette possibilité-là sans avoir à multiplier les démarches administratives et gagner du temps. C'est en complément d'une délibération qu'on va vous présenter dans quelques instants et en complément de la délibération prise l'autre jour de conventionnement, enfin au dernier conseil municipal, de conventionnement avec l'EPF pour là aussi pouvoir acquérir certains bâtiments du cœur de ville qui se vendraient et pas passer à côté des opportunités. Mais parfois, pour vérifier que ces opportunités en sont bien, il faut aussi des études. Donc, pour aller vite et respecter les délais de préemption, nous devons avoir tous les partenaires à nos côtés. Donc, il s'agit à la fois de prendre ces actions et de désigner nos représentants au conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Et puisque j'y siège pour l'AGLO, je vais proposer que ce soit Rachel Sakusi qui nous y représente. Décidément, aujourd'hui, tu prends des fonctions, mais effectivement, je ne peux pas y siéger à deux titres, et Julie y siège déjà pour le compte du département. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On vous remercie également. Sur le même procédé, mais pas forcément pour les mêmes raisons, la société publique locale, Agence régionale de l'énergie et du climat d'Occitanie, accompagne une grande partie des collectivités de la région sur des projets d'énergie renouvelable à grande ou à petite échelle, notamment ce qui peut nous intéresser des réseaux de chaleur à partir de soit de chaleur et de froid selon les endroits où on les place, soit à partir de notre source d'eau chaude, soit à travers d'autres modes. Pour les mêmes formalités administratives, rapidité d'exécution ou en tout cas commande d'études, d'y proposer de prendre des actions à la SPL AREC afin de pouvoir avoir un partenaire là aussi qui nous apportera de l'ingénierie, du conseil dans les différentes démarches que nous pourrions avoir à entreprendre, ce qui n'empêche pas, comme nous avons fait tout à l'heure sur l'appel à manifestation d'intérêt sur certains projets, de pouvoir évidemment avancer seul, mais sur des projets conséquents à mener à faire soit de l'autoconsommation collective, soit du réseau de chaleur pour les bâtiments publics ou plus. On a plutôt intérêt à avoir les ingénieurs et les équipes qui savent faire et de passer par les sociétés publiques locales qui sont créées pour cela et pour nous apporter du conseil. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors il faut désigner là pour le coup, puisque j'y siège pas en tant que vice-président de l'AGLO, je me propose comme candidat pour y siéger. Qui est contre? Qui
qui s'abstient, qui est pour. Tout le monde, nous vous remercions. Le point suivant, je l'ai un peu dévoilé avec Territoire 34. Il s'agit là d'avoir une convention de coopération avec l'association foncière Logement Dignéo. Mais c'est justement si nous avions à acquérir des bâtiments en cœur de ville, à les rénover. Là aussi, il y a un partenaire qui travaille avec la communauté d'agglomération, qui est spécialisé dans dans ce domaine-là du cœur de ville, et qui peut être un partenaire efficace dans ces moments-là, dans cette convention un peu tripartite qu'on a avec le PF. Et du coup, Territoire 34 et, si vous l'acceptez, Dignéo, pour pouvoir avoir un pool autour de nous si la collectivité voulait s'engager dans certaines réhabilitations du cœur de ville. Je précise que ça laisse aussi sa place à l'initiative privée. Si les privés veulent se positionner sur des bâtiments, à partir du moment où les projets sont cohérents et répondent à nos règles d'urbanisme, il n'y a pas de raison qu'on vienne automatiquement se positionner. Mais voilà, il ne faut pas laisser partir certaines opportunités, ou en tout cas la possibilité de faire des réserves foncières pour faire des projets d'ensemble. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde, je vous remercie et je laisse la parole à Aurélie Mialon. Merci, monsieur le maire. J'ai des petits yeux. Acte d'adhésion au protocole relatif à la transmission au maire de données à caractère personnel dans le cadre du suivi de l'obligation scolaire avec la MSA du Languedoc. Donc, il est rappelé que l'article L131-6 du Code de l'éducation issu de la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 dispose que chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'application scolaire. Dans ce cadre, monsieur le maire peut, conformément aux articles L131-6 et R131-10-1 et suivant du Code de l'éducation, mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune qui lui sont notamment transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales. La commune a demandé à la mutuelle sociale agricole du Languedoc, MSA, la mise à disposition des dites données en vue de recensement qu'elle réalisera toute l'année scolaire 2025 et 2026. Le présent acte d'adhésion vise à préciser les modalités de cette mise à disposition. Monsieur le maire sollicite donc du Conseil l'autorisation de signer cet acte d'adhésion susmentionné avec la MSA, ainsi que tout document y afférent. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Madame Sadje. Oui, juste c'est la première fois que c'est voté au Conseil. Oui, avec la MSA, oui. Jusqu'à présent, on avait avec la CAF, enfin on l'a fait dernièrement, parce que ça a été une bataille pour avoir cette convention et on a trouvé judicieux de faire pareil avec la MSA parce qu'on a des enfants qui ont les parents qui sont à la MSA. Il n'y a que la MSA, il y a aussi la CPAM, la caisse primaire. Non, c'est la CAF et la MSA. D'accord, okay. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. On vous remercie. Daniel Azemar pour les avis sur les dérogations au repos dominical. Merci Monsieur le maire. La prochaine délibération est une délibération récurrente puisque nous devons chaque année nous prononcer sur la liste des dérogations au repos dominical pour l'année suivante, pour l'année 2026. Donc, en application du décret L3132-26 du Code du travail, il est rappelé que le nombre maximum de dimanches autorisés pour le commerce de détail est porté de 5 à 12 par année civile et par secteur d'activité. Et si le nombre de dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI dont la commune dépend. Donc, dans le cadre de cette dérogation, il nous est proposé pour l'année 2026 pour les établissements qui relèvent du secteur d'activité du commerce de détail alimentaire, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Pour les établissements relevant du secteur d'activité de commerce de détail non alimentaire, les 8 février, 31 mai, 21 juin, 22 et 29 novembre,
ainsi que 6, 13, 20 et 27 décembre 2026. Pour les établissements relevant du secteur d'activité automobile, les 18 janvier, 15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 2026. Il est donc demandé l'avis du conseil municipal sur ces ouvertures exceptionnelles. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Aurélie Mialon pour un fonds de concours demandé à la communauté d'agglomération. Merci. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 5214-16, L 5216-5 et L 5216-6, relatifs aux modalités de versement de fonds de concours entre communes membres et communautés d'agglomération, vu les statuts de la communauté d'agglo Méditerranée, vu le projet d'enfouissement de la fibre optique en vue de relier le parc des sports municipal et les écoles Robert Desnos et Jacques Prévert, vu la délibération du Conseil communautaire de la CAM en date du 4 juillet 2016 acceptant le principe du versement d'un fonds de concours pour la commune pour la réalisation de ces travaux, considérant que la CAM assure la maîtrise d'œuvre des travaux d'enfouissement de la fibre optique sur le territoire communal, considérant que ces travaux présentent un intérêt pour la commune de Pézenas en contribuant à l'amélioration de la desserte numérique de ces équipements et à l'enfouissement coordonné des réseaux, considérant qu'il convient à ce titre de participer au financement de cette opération par le versement d'un fonds de concours à la CAM, il est proposé au conseil municipal pour l'article 1 d'autoriser le versement d'un fonds de concours d'un montant de 4 975,35 € à la CAM destiné à contribuer au financement des travaux d'enfouissement de la fibre optique en vue de relier les équipements susmentionnés et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires au versement de ce fonds de concours. Et pour l'article 2, cette dépense représentant 50% du montant total du projet sera imputée au budget communal section d'investissement, chapitre 204, article 20 422, subvention d'équipement versée à des organismes publics. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je précise que ça permet aussi d'améliorer notre réseau de vidéoprotection parce que comme ça, l'efficacité des images est plus probante. Mais ça permet surtout les conditions de travail des agents qui sont dans ces équipements-là aussi sont évidemment améliorées et c'est conforme au plan numérique engagé pour les écoles puisque là, il y a notamment 2 écoles de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Thomas Guiraud pour une demande de subvention. Oui, tout à fait. On va encore chercher un peu de sous. Donc il est rappelé qu'au travers de différents ateliers abordant des thématiques diversifiées en lien avec la jeunesse, la ville de Pézenas, par son service jeunesse évidemment, met en œuvre des projets en lien avec le numérique et le digital. Donc les projets jeunes et créatifs qu'on mène actuellement sur le numérique là, en 2026, ils se formalisent par différentes formes. On a donc de l'atelier podcast, web radio, qu'on parlera juste après, un tremplin musical, le concours d'éloquence, l'atelier podcast en lien avec les thématiques de prévention. Tout ça revient à peu près à un coût prévisionnel donc de 12 739 €. Et donc Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès des partenaires CAF de l'Hérault, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD, et de tout autre organisme qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de cette action. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. La prochaine, je vais vous la présenter. C'est une demande de subvention pour la réalisation d'un test de réponse thermique en vue de poursuivre les études nécessaires à la réalisation d'un réseau de chaleur desservant tout ou partie du futur quartier de Saint-Christol. J'entends déjà René Verdeil me préciser réseau de chaleur et de froid. Mais c'est comme Jimmy Cricket, jeté sur les épaules. Donc, vous savez, dans le cas du projet Saint-Christol, on a
œuvré, on œuvre toujours pour qu'un réseau de chaleur puisse intégrer ce projet. Donc une étude de faisabilité est actuellement réalisée par un bureau d'études Mantes. Un des scénarios d'alimentation du réseau de chaleur est la réalisation d'un champ de sonde géothermique afin de consolider ces hypothèses en ce qui concerne les capacités thermiques du sol. Il faut donc réaliser un test de réponse thermique. Et donc ce coût de test est de 35 000 € hors taxe. L'ADEME, dans le cadre de son fonds chaleur, subventionne ce type de prestation. Le test de réponse thermique devrait être réalisé d'ici la fin de l'année. Nous proposons donc de solliciter des subventions pour être aidés à financer ce test de réponse thermique. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez, s'abstient? Madame Forme? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Julie Garcin-Sodo pour la vente de l'immeuble communal situé au 1 rue Maréchal Plantavie. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2241-1 et suivants relatifs aux cessions du domaine privé des communes, vu la délibération du Conseil en date du 9 juillet 2025 décidant le lancement d'un appel à projet pour la cession et la valorisation du bien communal situé 1 rue Maréchal Plantavie et prononçant sa désaffection de ce bien, vu la délibération du 30 septembre prononçant le déclassement du domaine public de l'immeuble, vu le rapport de la commission d'appel à projet qui s'est tenu le 20 octobre 2025, donc nous avons considéré que l'immeuble communal a fait l'objet d'un appel à projet lancé par la commune afin de favoriser la reconversion du site dans une logique de revitalisation du centre-ville. Considérant que cet appel à projet visait non seulement la cession de l'immeuble communal 6.1, mais également la valorisation du patrimoine bâti, la dynamisation du centre ancien et la reconquête de locaux vacants situés dans un secteur stratégique du cœur de ville, considérant que le projet retenu porté par M. Quentin Rodriguez prévoit une réhabilitation complète du bâtiment permettant la création d'un commerce de bouche de qualité en rez-de-chaussée et de logements de standing dans les étages, qui participeront directement à la redynamisation économique et résidentielle du centre-ville. Considérant que ce projet s'inscrit dans le périmètre du SPR, site patrimonial remarquable, et qu'il contribue à la préservation du patrimoine historique de Pézenas par des travaux de restauration respectueux des prescriptions de l'ABF, assurant ainsi la valorisation durable d'un immeuble communal ancien, considérant aussi que le bien présente des contraintes techniques et architecturales importantes. La configuration est ancienne, elle nécessite des mises aux normes, un coût élevé de rénovation et de respect des prescriptions patrimoniales, justifiant un effort d'investissement conséquent par l'acquéreur et par voie de conséquence une diminution de la valeur vénale nette du bien. Considérant que l'offre financière retenue d'un montant de 450 000 €, bien qu'inférieure à l'estimation du service des domaines qui était de 547 000 €, demeure cohérente avec la réalité du marché immobilier local et des charges inhérentes à la réhabilitation complète du bien. Vous pouvez imaginer que la toiture et tous les ouvrages sont à reprendre, considérant que le porteur de projet propose dans le cadre de sa candidature la réhabilitation totale du parvis, qui restera propriété de la ville. Donc, considérant ainsi que la cession envisagée permet à la collectivité de réhabiliter et de revaloriser son patrimoine sans charge budgétaire pour la ville, de favoriser l'installation d'un commerce de proximité attractif et de nouveaux habitants en centre-ville, de préserver l'intérêt général en soutenant la revitalisation économique, sociale et patrimoniale du cœur de ville, considérant que suite à l'examen des candidatures reçues, le projet présenté par M. Rodriguez a été retenu par la qualité de sa proposition architecturale, sa faisabilité financière, notamment le prix d'achat proposé et sa contribution à la dynamique locale. Il vous est donc proposé, article 1er, d'autoriser la cession de l'immeuble communal cadastré BK 1245 et BK 1247 remise en rez-de-chaussée du 1 rue Maréchal Plantavie au profit de M. Quentin Rodriguez au prix de 450 000 € conformément au projet retenu dans le cadre de l'appel à projet. L'article 2 d'autoriser le maire, Monsieur le maire, à signer l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation de cette vente et notamment l'acte authentique de cession à intervenir ainsi que tout document référant à la procédure. Article 3, les frais afférents à la vente seront à la charge de l'acquéreur. Voilà. Très beau projet. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, Madame Forme. Je
voulais savoir sur quels canaux de publicité avait été diffusé cet appel à projet. Sur le site de la ville. Uniquement. Oui, et la publicité du conseil municipal. Voilà, c'est tout. Oui. Ça n'a fait que 2 candidatures. Ça n'a fait que 2 candidatures. On avait sollicité par mail les gens qui avaient pu nous approcher depuis le début du mandat et qui n'ont pas donné suite. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Stanéger ? Bon, moi je ne voterai pas contre ce projet qui reste quand même profitable à la ville, mais on regrette que l'appel d'offres n'ait pas été plus élargi. Il aurait pu attirer sur un territoire en recherche d'emploi, par exemple, une entreprise ou des bureaux qui auraient pu créer de l'emploi. Ensuite, les budgets de la ville qui sont quand même assez contraints. L'offre a été diminuée de 97 000 €, ce qui n'est pas négligeable pour une ville comme Pézenas. Voilà, c'est tout. Alors, à savoir qu'à ce jour, les gens qui ont pu nous approcher par intérêt de ce bâtiment, des entreprises, il n'y en a pas eu. Enfin, pour installer les entreprises, il n'y en a jamais eu. Que essentiellement, c'était des promoteurs qui venaient faire de la défiscalisation sans forcément connaître les règles du PLU de Pézenas. Donc déjà, on se heurtait chaque fois à la question de vous créez des appartements de moins de 65 mètres carrés, il faut une place de stationnement, mais c'est pas un souci, on va la faire dans la cour derrière, on va la faire sur le parvis devant. Ah non, non, le parvis, on souhaite que ça reste une esplanade, donc on avait un premier problème. Le deuxième problème, c'est vous créez plus de 4 ou de 5 logements, il faut donc chaque fois un logement social. Ah ben non, on va pas faire du social dans cet immeuble, mais pourtant c'est les règles du PLU de Pézenas. Donc on n'a jamais eu vraiment de candidat. L'autre offre déposée était nettement plus basse. Alors certes, il y a, vous le dites, 87 000 € de différence avec la ville de Domaine. Il faut savoir que la ville de Domaine, sur la rue de la Foire, je ne sais plus de quel montant il est, mais on n'a jamais trouvé d'acquéreur au prix de la ville de Domaine. Et qui a aussi l'intérêt de refaire ce parvis et donc la prise en charge du parvis qui va rester public derrière. Donc effectivement, on n'a pas à ce jour le prix total du parvis, mais si on arrive à offrir à la ville une nouvelle esplanade agréable, elle sera certainement gagnante. Et derrière, nous recevrons des impôts quand même fonciers sur un bâtiment qui dort, qui fait que plus que dormir. Qui plus est, on avait un peu regardé du temps où on réfléchissait on réfléchit toujours, je ne veux pas dire l'inverse, mais se dire est-ce qu'on ne pourrait pas rénover ce bâtiment à la vue de nez des services, et on n'avait pas fait venir de maître d'œuvre à payer pour ça. Il y avait, pour en faire un équipement public, au moins 1 million d'euros à mettre, et on sait qu'on ne les mettra pas. Madame Forme ? Est-ce qu'il est prévu de replacer le ferronnier ailleurs, dans un autre atelier de la ville ? Il n'y a pas que le ferronnier, puisqu'il y a une famille d'Ukrainiens qui vit là et qui est artisan d'art. Donc on va chercher des solutions pour les 3 personnes que nous avons dans cet bâtiment, puisque la nature, on cherche, la nature a horreur du vide, puisqu'il y avait des étages libres après avoir fait de ce bâtiment un centre de dépistage du Covid, il faut se rappeler quand même, en début de mandat. Les amis de François Grégonias s'y sont installés pour pouvoir faire l'inventaire des œuvres qui dormaient dans la chapelle, désormais lieu d'exposition. D'ailleurs, je recommande l'exposition en cours. La famille d'Ukrainiens qui était arrivée après la guerre en Ukraine, mais qui surtout s'était installé en qualité d'artisan d'art à Pézenas, d'abord dans la rue Conti, maintenant dans la rue Mercière, qui vivait un temps à Béziers pour des raisons pratiques, a été hébergé à Pézenas. Donc on leur a proposé ce logement, il faut qu'on trouve une autre solution. Et évidemment, il y a Cédric Branchu qui est là de manière historique, puisqu'avant lui était là Lucien Marnet. Donc on travaille à des solutions, soit temporaires, parce qu'on sait que les bâtiments de la ville peuvent évoluer, soit un peu plus définitives. En accord, ça va être aussi en accord avec lui, avec l'intérêt. Premier pour nous, c'est qu'il reste évidemment à Pézenas et qu'il reste une force d'attraction pour Pézenas. Donc, on a pu par le passé lui faire des propositions déjà, avant qu'on ait l'idée de vendre, parce qu'il y a aussi, même s'il ne s'est jamais rien passé, des questions de conformité et de sécurité. Donc, on continue à chercher. Évidemment, ça peut être une échoppe de la ville, il faut qu'elle soit assez grande, parce que la particularité de Cédric Branchu, c'est qu'il a à la fois son atelier
et à la fois un espace de vente, et qu'on ne peut pas non plus dissocier forcément les deux, puisque quand même l'espace de vente reste, puisqu'il fait pas partie du bâtiment, mais évidemment, on trouvera une solution aux trois associations particuliers et professionnels qui sont dans ce bâtiment. Je soumets aux voix, donc, qui est contre, qui s'abstient, que Madame Forme pour l'abstention, qui est pour, tout le reste. Convention de partenariat entre le syndicat Terroir de Pézenas et le théâtre de Pézenas. C'est Robert Vivarès qui nous la présente. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc il s'agit du renouvellement d'une convention qui est proposée chaque année dans le cadre d'un partenariat entre le syndicat Terroir de Pézenas et le théâtre de Pézenas. L'idée, je vous ferai grâce peut-être des détails, l'idée étant de valoriser donc la dénomination et on espère bientôt l'appellation Languedoc-Pézenas à la fin des spectacles. Un vigneron est présent. La prise en charge des bouteilles est faite à 50% par le syndicat, 50% pour la ville. Le syndicat s'engage à nous donner la liste des vignerons qui vont participer. 2 places sont offertes aux vignerons qui sont présents le soir du spectacle. Et la publicité est faite également par le syndicat qui met à disposition les verres de dégustation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Robert, toujours pour une convention agriculture et sport solidaire 34 pour des places dans le cadre de nos spectacles. Là encore, merci Monsieur le maire. Donc le renouvellement d'une convention passée avec Culture et Sport Solidaire 34. Donc il est rappelé au Conseil que la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions pose dans son chapitre 5 le principe d'un égal accès de tous à la culture, au sport et au loisir. Et dans le cadre de sa politique de relations avec le public, la ville de Pézenas souhaite favoriser l'accès à la culture de tous, notamment des personnes en situation d'exclusion sociale, économique et culturelle. La ville de Pézenas est donc Culture et Sport Solidaire 34 s'appuie sur la conviction que la culture constitue ce formidable levier dans la lutte contre les exclusions sociales. Aussi, la présente convention a pour objectif de fixer un cadre de coopération entre la ville et Culture et Sport Solidaire 34 afin de donner l'accès à la programmation culturelle pour la saison 2025-26. La ville de Pézenas s'engage à mettre à disposition des publics bénéficiaires des relais de Culture et Sport Solidaire 34 des invitations au spectacle de la saison culturelle de Pézenas dans la limite de 10 places par spectacle. Monsieur le maire donc sollicite le conseil municipal pour l'autorisation de signer la convention de partenariat avec cette association, décidément Culture et Sport Solidaire 34, pour une durée d'1 an. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Toujours Robert pour un partenariat sur une fresque murale. Voilà, donc c'est la poursuite du développement du parcours d'art urbain avec la SAS SMC PDP Galerie, donc convention qui porte sur la réalisation d'une nouvelle fresque. Donc Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer cette convention de partenariat culturel entre la ville de Pézenas et Relogement, qui sera partenaire, et la SAS SMC PDP Galerie pour la production et la réalisation d'une œuvre d'art de l'artiste Fabio Dos Santis sous la forme d'une fresque murale visible de l'espace public à l'adresse suivante, résidence Pleguebio, allée de Grenache à Pézenas, à votre santé. La réalisation est prévue entre le 17 et le 21 novembre 2025. La commune permet ainsi aux Picénois d'aborder l'art urbain contemporain dans des espaces publics gratuitement et de profiter du travail d'artistes reconnus dans leur spécialité. Cette convention détermine l'engagement de la ville de Pézenas à financer ce projet artistique à hauteur de 4 000 € TTC et à de l'accompagnement logistique. En contrepartie de son appui, la commune bénéficie d'un droit à l'image hors commercialisation sur ses fresques. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de convention de partenariat et autoriser Monsieur le maire à le signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour?
Je renouvelle le fait d'aller voir l'exposition rue Victor Hugo, parce que c'est celle de Virginia Bersabé, excusez-moi pour l'espagnol, qui nous a fait, qui a fait la fresque murale aux HLM dit de Rougeant. Et donc l'exposition est sublime et correspond vraiment à ce travail de mémoire et sur l'âge aussi que l'artiste, malgré son jeune âge, travaille formidablement bien. Et pour avoir rencontré Fabio Dos Santis au vernissage, il travaille, lui, sur des photos de lycéens de Pézenas pour cette fresque, alors lycéens de 1968, semble-t-il, pour cette fresque. Mais c'est ce qui est agréable avec PDP Galerie, c'est toujours cette accroche locale ou au lieu pour réaliser la fresque et qu'elle ne vienne pas justement tomber un peu du chapeau. Nous passons au programme de la jeunesse avec Thomas Guiraud pour des conventions avec les établissements du secondaire sur les ateliers podcast. Merci Monsieur le maire. Oui, tout à fait. Donc les deux conventions qui suivent sont des choses que l'on retrouve chaque année. La première donc sur les ateliers podcast. Donc ces ateliers se déroulent directement donc au sein des établissements scolaires, donc à savoir les deux collèges ainsi que les lycées. Donc Jean Moulin, Charles Aliès, Charles Marie de la Condamine. À savoir, point saillant, donc nous sommes à peu près à 170 jeunes actuellement qui ont participé à ces ateliers podcast. Et que ces jeunes ont pu interviewer, alors c'est pas une liste exhaustive, mais voilà, des gendarmes, des pompiers, des plombiers, des policiers, des secrétaires, des infirmières, des psychologues, des éducatrices, des maçons et greffières, des cuisiniers, entre autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui se suit d'année après l'autre et on est très content de pouvoir mener ce projet actuellement avec les établissements scolaires que l'on remercie. Donc Monsieur le maire sollicite du Conseil l'autorisation de signer la convention susmentionnée avec les établissements scolaires. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et Thomas, toujours pour les Jedi. Tout à fait. Donc encore la continuité des années précédentes. Donc je plus besoin de vous présenter du coup les stages Jedi. Donc on accueille des jeunes stagiaires à partir de 16 ans dans nos services. Les services qu'on remercie évidemment parce que chaque année ils renouvellent leur intérêt pour les stagiaires. Donc on est très content de pouvoir compter sur eux. Donc à savoir cette année cela se déroulera donc sur deux périodes, donc du lundi 6 juillet au samedi 18 juillet, donc sur 2 semaines, et ensuite du lundi 20 juillet au samedi 1er août. Voilà, donc ces stagiaires donc seront accueillis au sein de nos services et ils auront l'occasion de participer aussi à notre partenariat que nous avons avec la Croix-Rouge et le Secours Populaire, voilà, qui nous permet d'accueillir ces jeunes et aussi de toucher du doigt la difficulté que rencontrent certaines personnes tout simplement pour se nourrir ou tout simplement pour se vestir. Voilà, donc on remercie aussi ces deux institutions. Je crois que je vous ai tout dit. Donc simplement vous dire aussi que la commission, donc il y a une commission pour choisir les personnes qui viendront au sein de nos services. Ville de Pézenas, donc MLI, est composée donc de l'adjoint au maire ici présent, relatif à la jeunesse évidemment, d'un élu du groupe minoritaire, de la directrice de la MLI, du directeur du pôle vie éducative, sportive et culturelle et du chef du service jeunesse. Voilà. Donc il faut savoir que la ville recherche à mettre en place une parité filles-garçons dans les actions qu'elle propose. Et ainsi, un nombre égal de filles et de garçons sera recherché pour effectuer les stages. Et que si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places de stages disponibles, une liste complémentaire sera établie selon le même principe. Voilà, les personnes non retenues seront prioritaires pour l'édition d'après, comme c'est le cas actuellement. Voilà, donc Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de signer la convention de partenariat subventionnée avec la MLI, la Croix-Rouge et le Secours Populaire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est donc pour. Vous avez reçu le compte-rendu des décisions hors commande publique et des décisions commande publique. Est-ce qu'ils appellent des observations de votre part? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Madame Forme. Oui, en juillet dernier, vous nous avez présenté une convention d'occupation temporaire pour l'avenue de Verdun. On voulait savoir si c'était possible de repousser la mise en place de cette convention 1 an après la fin des travaux, puisque les travaux avenue de Verdun ne sont pas encore terminés. Ça permettrait de laisser respirer un peu les commerçants avenue de Verdun. C'était ma question. La convention prévoyait aussi un dégrèvement du tarif de domaine public. Donc, ce qu'on repoussera, c'est le dégrèvement du tarif du domaine public si les travaux n'étaient pas finis en 2026.
puisque tout le mobilier urbain ne sera pas fini en 2026, nous allons regarder comment nous pouvons le faire. Par contre, la convention s'appliquera. Pourquoi? Parce que dès que nous livrerons les terrasses et que nous aurons commencé à donner l'accès aux terrasses aux commerçants, antiquaires et brocanteurs qui ont accès à ces terrasses, il faudra que la gestion en soit rigoureuse. Elle devrait déjà l'être, et quand on voit des véhicules, qui parfois ne sont pas d'ailleurs des véhicules de personnes de l'avenue sur ces terrasses-là, ça veut dire que peut-être s'il y a une tache d'huile, un incident moteur, on peut avoir des dégradations que ces terrasses n'ont pas à subir et qui n'ont pas le même aspect qu'un aspect routier. Donc la convention, non, il faut qu'on l'applique. Donc la question de savoir si sur la partie finie d'ailleurs on commence à installer le mobilier urbain ou non, qui permettra à ceux qui le souhaitent, qui souhaitent la signer et qui souhaitent donc avoir un droit d'occupation sur cette terrasse-là, mais d'avoir une chaînette pour la bloquer et en faire l'usage commercial. La redevance qui est afférente, évidemment, si les travaux ont lieu, il n'y aura pas de redevance à appliquer. C'est prévu comme ça pour l'instant pour 2025 et nous verrons comment faire pour 2026. Mais la convention doit s'appliquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'allais dire qui est contre, qui s'abstient, mais le conseil est fini, donc bonne soirée.